Adaptation animée récente d'un manga qui date de 2005, Genre quand j'avais 2 ans, quoi. Vinland Saga est écrit par Makoto Yukimura et adapté en animé par 8 Studios pour la saison 1. Vous voyez le queutru venir, la saison 2 a été reprise par Mappa comme pour l'attaque des titans, mais je vous certifie que l'adaptation est bonne. Très très bonne. Contrairement à ce que disent les gens de Twitter qui, pensant critiquer l'adaptation, pointent en réalité le changement drastique de contexte scénaristique entre la saison 1 et la saison 2. En rejetant la faute sur Mappa. Il faut cependant le dire très clairement, tout auteur qui construit son histoire de cette manière, c'est-à-dire en cassant complètement ce que j'appelle le quotidien scénaristique, prend le risque de perdre beaucoup de ses lecteurs. Mais ce procédé sert souvent à enfermer pendant longtemps le lecteur dans une bulle, lui donnant une vision assez réduite du monde et de l'œuvre concernée, pour ensuite mieux le frapper en forçant une ouverture d'esprit. Pour éviter de spoiler, je ne citerai pas d'exemples venant d'autres mangas. Restons donc dans Vinland Saga. Et celui qui va subir cette ouverture au monde en même temps que nous, lecteurs et spectateurs, c'est bien le personnage principal, Thorfinn. Avant de se pencher sur notre protagoniste, il faut d'abord savoir qui était son père. Thors était un général Jomsviking. J'imagine qu'on prononce comme ça, je sais pas. C'est un groupe de mercenaires vikings danois qui peuvent servir d'armée. Suite à ses exploits au combat, Thors était respecté et connu sous le nom de Troll de Yom. Il était un guerrier froid et impitoyable dont la notoriété et le respect à son égard étaient si grands que le chef des Jomsvikings lui donna la main de sa fille, Helga. Suite à la naissance de leur fille, Thors va petit à petit prendre conscience de l'horreur de la guerre et réaliser son dégoût pour la violence et la mort. Donc, comment faire pour changer d'air quand t'es le guerrier le plus saucé et craint du nord de l'Europe? Eh bien, tu simules ta mort et tu pars vivre dans un pays tranquille. L'Islande. Sous ce beau ciel bleu dont la brise fait tellement fondre la neige qu'il y en a toute l'année. Elle sert à rien la brise. Au moins, le territoire ne sera jamais envahi par les méchants touristes à chapeau. Lieu parfait en revanche pour tout de même accueillir son second enfant, Thorfinn. C'est un petit garçon très jovial et admiratif du côté guerrier de son père, ce qui va lui donner envie de partir à la guerre quand il sera plus grand. Son père bien sûr lui défendra de le faire, mais comme le scénario n'attend pas, Thors va être attiré par la force des choses vers un piège tout de même prévisible qui le tuera. En 1002 avant Jésus-Christ, Thors est donc assassiné par la nouvelle génération des Jomsvikings avec à leur tête Askelat. Prénom targallo-danois qui se prononce en réalité Askelat. Vous connaissez la chanson, la mort de son père va réveiller chez le petit Thorfinn un sentiment de haine Tahasenka, car il va vouloir tuer Askelat pour se venger. Si vous n'êtes pas actuellement en train de me traiter de fraude dans les commentaires pour ce que je viens de dire, c'est que vous êtes tombé dans le piège. Vinland Saga ne peut pas être inspiré de l'attaque des titans. On ne peut donc pas dire Tahasenka tout simplement car SNK a existé 4 ans plus tard. Et j'ai bien dit que Thorfinn voulait intérieurement se venger plutôt que venger son père, puisque ce n'est clairement pas ce que Thors aurait voulu, et on ne le fait comprendre avec les divers flashbacks. Mais ça, on y reviendra plus tard. Thorfinn va donc suivre les Jomsvikings, protégé par Askelat, qui empêchera ses hommes de lui faire du mal. En même temps, il est aussi inoffensif. Ce sentiment de presque bienveillance à l'égard du petit endeuillé que donne Askelat entretient le flou de la relation entre les deux personnages. Askelat n'a tué Thors que pour le travail, il n'avait aucune raison de le haïr. Au contraire, c'est par admiration pour son esprit guerrier qu'il va laisser son fils repartir avec eux. Voir un guerrier n'user que de ses poings pour combattre des Jomsvikings armés, il y a de quoi être impressionné, surtout quand on se rend compte que Thors n'avait clairement pas l'intention de tuer qui que ce soit. Et il n'a pas tué qui que ce soit. Le cycle de la vengeance sera cependant entretenu par Thorfinn, mais ce dernier, tout de même éduqué par son père, n'attaquera jamais dans le dos. Et ça intrigue Askelat qui, pour une raison vague et qu'on peut certes comprendre sans même l'expliquer clairement, il va éduquer Thorfinn à sa façon. Ces fameuses raisons qui le poussent à s'en occuper sont un mélange de plusieurs sentiments. Entre son respect, son admiration et sa dette envers Thors, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce soit aussi une forme de pitié mélangée à une certaine bienveillance envers Thorfinn. Durant plusieurs années, ce dernier va grandir avec la guerre, les traumatismes et un quotidien rempli de ressentiment envers le bourreau de son père, sans succès, encore et toujours. Jusqu'à ce qu'Askelat, de plus en plus vieillissant, sera amené à se sacrifier pour permettre à Canute de réussir son coup d'état. Parce que ce que Thorfinn oublie, c'est qu'il n'est pas le centre du monde. Vinland serait une terre lointaine où la guerre n'existe pas, une métaphore du paradis que convoitent tous les guerriers. Une terre loin du monde salie par la guerre et l'esclavage qui régit le monde à l'époque de Vinland Saga. Et ça, du petit village où il a grandi, Thorfinn n'aurait jamais pu s'en rendre compte, animé par son désir de vengeance. On a bien vu comment l'ultime défaite face à Askelat l'a déprimé au point de le rendre vide. Que serait-il donc devenu une fois sa vengeance accomplie? Quelle aurait été la suite dans sa vie, lui qui n'a connu que la guerre durant toute son adolescence?
Comment parler de Vinland Saga sans consacrer une entière partie au deuxième protagoniste de l'œuvre, le prince Canute. Il est le fils cadet du roi Sweyn, monarque danois qui a conquis presque l'entièreté de l'Angleterre et du Pays de Galles. Le problème est que ce roi n'accorde d'importance qu'à son fils aîné, Harald, qui l'enverra gouverner l'Angleterre. On ne va cependant pas trop s'attarder sur les détails politiques. De son caractère très timide et réservé, Canute n'aura d'autre interlocuteur que Ragnar, également son tuteur. Très protecteur, peut-être un peu trop avec le prince, il est naturel que ce dernier grandira avec la peur que la moindre parole qu'il pourrait proliférer ait un impact. La suite de son background, c'est que son père va l'enrôler dans une armée de 400 hommes pour tenter de défaire ceux de Thorkel qui occupent un de ses territoires. Au passage, Thorkel est l'oncle de Thorfinn, et Thorkel, c'est aussi un guerrier qui finira par capturer le prince Canute. Et c'est à ce moment de l'histoire que l'on va le rencontrer pour la première fois, accompagné des Jomsviking de Ashkelat. Ces derniers vont le libérer mais se rendre compte que leur potentiel futur roi n'en a pas d'étoffe. Voyant ce qui l'empêchait d'évoluer, Ashkelat décide de tuer Ragnar. Cet événement signera la rupture entre le Canute timide et apeuré et le Canute charismatique qui prend les choses en main. Un nouveau roi est peut-être né. C'est sous la protection de Thorfinn et accompagné du curé retraité, bien retraité, que Canute commence à développer sa propre vision du monde. Qu'est-ce que l'amour selon le curé? Il nous posera la question pendant toute la seconde partie de la saison 1, mais ce n'est qu'à la fin qu'il nous donnera sa réponse. Une réponse assez religieuse. L'amour représenterait selon lui toutes les œuvres naturelles de Dieu. Autrement dit, la terre, les paysages, la faune, la flore, et Canute complétera en mentionnant la guerre, la mort, l'esclavage et toutes les mauvaises choses qui existent sur Terre. Tard négatif le mec. Dès ce jour, le prince se donnera comme objectif de défier Dieu. Métaphoriquement, il veut créer un monde de paix où toutes les horreurs du monde n'ont pas leur place. Un monde bien utopique qui va néanmoins nécessiter la mort de son propre père, le roi Sweyn. Toutes les intrigues sont maintenant reliées, et c'est sur la mort d'un guerrier que la saison 1 s'est terminée. Se jurant de devenir un roi bon et bâtisseur de paix, selon lui tout le contraire de son père, il sera cependant souvent amené à commettre des actes qui contenteront de plus en plus les démons de ce dernier. Se confrontant à des difficultés dans la propagation de son empire, Canute se verra contraint d'en venir aux mains. Il se persuadera qu'il n'existe pas d'autre moyen que de tuer une partie des gens pour en sauver beaucoup plus, pendant qu'un autre s'efforcera de ne jamais utiliser la violence. La guerre engendre la mort des guerriers et l'esclavage des citoyens. C'est pourtant en tant qu'esclave chez Ketil que Thorfinn va continuer de chercher un sens à sa vie. L'esclavage est un thème pris en considération par l'auteur depuis le début de la série. Si ce mot nous fait directement penser aux riches qui font travailler des victimes de la guerre, comme développé dans la deuxième saison, il convient de relever que les riches eux-mêmes sont esclaves de leur richesse. Parce qu'on est tous esclaves de quelque chose et que c'est ce qui donne du sens à nos vies. Et par richesse, cela peut comprendre l'argent comme les terres, mais aussi le nombre d'esclaves qu'ils possèdent. Donc si on fait un big raccourci, on pourrait dire que ceux qui réduisent des paysans en esclavage sont eux-mêmes esclaves de leurs esclaves. C'est drôle. Ce qui va pousser Thorfinn à toujours continuer d'avancer, c'est qu'il va devenir esclave de tous ceux qu'il a tués. Accompagné par la représentation même de ceux qu'il pillait en tant que guerrier, Einar devient le seul meilleur ami que Thorfinn n'ait jamais eu. C'est lui qui va lancer en Thorfinn ce processus de réflexion et d'ouverture au monde. Au départ, quand t'es esclave, bien sûr que la clémence de Ketil fait du bien, avec cette idée d'acheter sa propre liberté. On se dit qu'il suffit juste de travailler à fond tous les jours et de subir la hagra des serviteurs sans rien dire. Mais tout ceci cache une réalité bien plus sombre, et c'est ce que représente Arneid, censé être l'esclave de la femme de Ketil. Cette dernière ne peut pas acheter sa liberté pour l'unique raison qu'elle est une esclave, celle de Ketil. Baffée par la femme et convoitée par le mari, personne à la ferme ne peut s'imaginer son douloureux passé, pas même les seules personnes devant qui elle sourit. Elle qui ne désire que la paix, elle n'est clairement pas née dans la bonne époque. Une époque où les femmes restent au village pendant que les hommes partent à la guerre. Pourtant ici, on croit comprendre que rien ne les y obligeait. Mais la soif d'honneur, de gloire et de virilité est intarissable. なぜいつもこんなことばかり。 Question que ne fait que se poser Arneid depuis l'attaque de son village pendant l'absence des hommes. Elle a vu son enfant mourir pendant que son mari, méconnaissable, fut capturé et enfermé dans le domaine de Ketil. Curieux hasard, il finit néanmoins par tuer son maître et retrouver Arneid, mais fut cependant vaincu et capturé par Serpent. Ouais, me demandez pas, c'est son prénom jusqu'à l'avant-dernier épisode. Arneid, par principe, ne peut à aucun moment laisser tomber ce qu'il reste mentalement de Garzar. Consciente du danger, elle ira donc le retrouver pour au moins panser ses plaies. Mais elle sera amenée à devoir le libérer
libérés de peur d'un quiproquo lancé par l'ancien guerrier qui pourrait les tuer tous les deux. Rentré au bercail, Garzar ne pourra que succomber à ses blessures. Alors que le couple est recherché par Serpent, Einar et Thorfinn font tout pour l'aider à s'enfuir. Au même moment, il nous est révélé que Arneid porte l'enfant de Ketil. Cette femme, battue par sa maîtresse et convoitée par son maître, pensait avoir retrouvé son mari, mais tout en l'ayant perdu. Garzar n'est même pas au courant de la mort de leur fils. Enceinte de Ketil, ce bébé reste la seule raison pour laquelle elle continue de s'accrocher à la vie. Il ne lui reste plus rien. Arneid a trop souffert pour entendre qu'un homme bon se soit épris d'elle. Elle a trop souffert pour croire qu'existe un pays semblable au paradis où il paraît que règne la paix. Il est maintenant trop tard pour la retenir, laissons-la retrouver sa famille, que ce soit en enfer ou au paradis. Arneid est concrètement tué par la dignité mal placée de Ketil pour faire face au dessein du roi Canute. Ketil puni par la perte de tout ce qu'il avait gagné ces dernières années, il ne reste plus que Canute à stopper. Dans la logique du développement d'un homme dégoûté de la guerre et du sang, Thorfinn ira rencontrer Canute, non pas pour défendre le domaine, non plus pour se venger, mais simplement pour lui demander de se retirer. Selon Canute, on n'accomplit rien sans sacrifice. Ce qui à son échelle implique quand même des sacrifices humains. Pour Thorfinn, il faut à tout prix avancer dans la paix. La violence ne devant servir qu'en dernier recours. C'est donc pour être capable de trouver ce premier recours que se bat Thorfinn. S'exprimant beaucoup mieux qu'autrefois, le retour de Thorfinn capable de crier sur des guerriers fait du bien, d'autant que son face-à-face avec Canute constitue la plus grosse attente de la saison. Après avoir gagné le respect des Jomsviking, il gagnera l'admiration de Canute après des négociations plutôt mal commencées. Thorfinn n'a rien perdu de son culot, mais il a plus que gagné en maturité. C'est à la suite de cet entretien que Canute va retirer son armée, il va aussi retirer ses forces de tous les territoires occupés, et qui l'eût cru, les tensions vont s'apaiser et Canute deviendra roi sans plus de dégâts que ceux déjà causés. J'ai vraiment aimé Vinland Saga et j'espère que cette vidéo lui rendra le meilleur hommage possible. C'est l'animé de la saison dont j'attendais le plus la sortie des épisodes chaque semaine. Tout est minutieusement travaillé, que ce soit des détails des chara-design, la beauté des paysages, ou encore les OST qui accentuent les scènes dramatiques. À chaque fin d'épisode, on se dit que tout va exploser au prochain. Une fois le prochain arrivé, on se dit que ça va vraiment péter dans celui d'après, sans pour autant être déçu du premier. Là où la saison 1 mettait l'accent sur la guerre et les tueries, on voit dans la saison 2 que l'on veut nous faire comprendre quelque chose. Ça se ressent beaucoup dans les dialogues, très pertinents certes, mais qui laissent souvent trop d'espace, trop de silence, trop de lenteur. C'est pas naturel. C'est comme si je parlais comme ça. Faut pas regarder Vinland Saga le soir avant de dormir quoi. C'est le principal point négatif que je retiens sur l'adaptation de Vinland Saga, en plus de quelques chara-design, pourtant beaux et détaillés, mais qui changent d'un plan à l'autre. Concernant l'histoire, j'avoue quand même être déçu de la conclusion entre Thorfinn et Canute. Je trouve que ce dernier se retire un peu trop facilement. On se demande même au final pourquoi tous ces sacrifices. À quoi bon avoir tué tous ces gens pour ces plans si à la fin tu te remets aussi facilement sur le droit chemin? C'est quoi, c'était juste du stress? Besoin de décompresser? Le poids de ces actes n'est pas à prendre à la rigolade. C'est dommage, je voulais que ça se castagne. Mais quoi qu'il en soit, Thorfinn a pu changer dans le bon côté. Remercié et libéré, il est maintenant temps pour notre guerrier de retrouver la terre où il est né. Et enfin retrouver sa mère, purée ça fait 20 ans qu'elle s'inquiète.